Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. On continue les revues d'actu pour parler du Front Populaire et de l'actualité autour de ce qui se passe pour la législative 2024. Et donc je suis content, aujourd'hui on va parler donc de Kylian Mbappé qui a pris position sur les questions d'élection. C'est rare qu'il prenne position politique et je pense que c'est intéressant de suivre ce qu'il a dit. Et on va aussi parler de l'histoire du Front Populaire de 1936. Comment est-ce qu'il a pu gérer la question coloniale? Et bonjour 13 bis, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau live Twitch. Je vais durer à peu près 1h30 je pense, ouais 1h30 maximum, je finis à 14h, c'est pour faire une petite pause pendant que les gens mangent, si ils et elles veulent se renseigner sur tout ça. Hop. Alors, vous en êtes où un peu de l'actu là? Ça dit quoi? Qu'est-ce que vous avez repéré de croustillant et d'intéressant à voir? Ouais, moi ça va aussi, fatigué, mais ça va. On essaye de tenir. En vrai, on réfléchit du coup à des actions. Il y a des groupes qui sont en train de se former. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est notre réactivité. On est chaud pour critiquer ce qui a été mis en place, mais il n'y a pas encore de front antiraciste suffisamment solide et coordonné pour avoir des propositions rapides quand on est dans une situation d'urgence comme celle-là. Et je pense que cette expérience qu'on est en train de vivre là nous montre à quel point il est urgent qu'on se rassemble, qu'on se connecte et qu'on se dise c'est parti, il faut se connecter, il faut pouvoir être force de proposition de manière très rapide. Et peut-être que effectivement le Front Populaire ils sont pas au top sur tout. Ça je l'ai dit dans plusieurs vidéos et dans les derniers lives que j'ai fait. C'est pas encore du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais au moins ils ont réussi à réagir rapidement. Et ça, c'est un truc incroyable. Et je pense que nous, là, les fronts antiracistes, les camps antiracistes, on n'est pas du tout assez structurés et donc pas assez rapide. Ça, c'est un problème. On essaie de relever les bails racistes de Corbière. Ah, ok. J'ai pas suivi ce qui s'est passé avec Corbière. Je vais peut-être aller jeter un œil. Les dernières choses que j'ai vues ici, c'est les désinvestitures. J'arrive même pas à parler. Les désinvestissures. Ok. C'est vrai que Corbière, j'ai pas suivi, moi, toute cette affaire. Mais je vais jeter peut-être un petit coup d'œil sur X. Moi, ce que je voulais me focus aujourd'hui, c'est plutôt sur la réaction du camarade, je sais pas si on peut l'appeler camarade, du personnage hautement médiatique, Kylian Mbappé. Parce qu'il a pris la parole, et on va regarder un petit peu de son interview. Je pense pas qu'on va tout regarder, on va regarder la partie où Kylian prend la parole. Est-ce que vous êtes ready? Je pense que c'est plus intéressant, non? Vous êtes d'accord? Eh ben, c'est parti. Cette conférence de presse et Kylian Mbappé, désormais, pour répondre aux questions des journalistes français. So, ladies and gentlemen, before we start, thank you very much for raising your hands. I will set some ground rules. Welcome to the press conference of the team of France. We'll start with Kylian Mbappé. Please have a few housekeeping rules in mind. Simultaneous translation is available in English, in German, and of course... Bon, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte. Voilà. Donc on va commencer cette conférence de presse comme d'habitude avec l'équipe de France. Vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Ouais, c'est vrai, t'as raison, 13 bis. Il y a des gens qui disent qu'il a pris la parole après Thuram, et Thuram, c'est, j'ai oublié le prénom, parce que là, j'ai Lilian en tête, mais ce n'est pas Lilian Thuram qui a pris la parole. Attendez, je vais ouvrir ça aussi, comme ça, peut-être qu'on va regarder les deux à la suite. Conférence presse. Marcus, c'est Marcus, ouais. Hop là. C'était Bing Sport aussi, ouais, il est là. Il y a 2 jours. Hugo, non, c'est pas Hugo, tu as Marcus. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord Thuram ou on regarde d'abord Thuram ou est-ce qu'on regarde d'abord Mbappé? Parce que Thuram, ça a l'air long quand même. Attendez. Hop. Chez la transcription. Je pense que la vidéo d'Odoul est bien à voir. Thuram avant. Ouais, c'est vrai que si Thuram a parlé avant, c'est mieux de remettre bien dans les trucs dans le contexte. Comme ça, on est sûr de quoi on regarde.
comment les choses se sont déroulées. Salut tout le monde, salut Goodert, Cinnamon. Fin, faut avoir vu Thuram et Mbappé avant. Attends, j'ai pas compris ta phrase, les Goats. Tu dis, il faut d'abord regarder Thuram ou d'abord regarder Mbappé? Alors, on va commencer. Là, c'est moi qui dois prendre la décision tout seul. Genre, vous êtes où le chat? On fait quoi d'abord, Mbappé ou Thuram? Votez. Dites-moi. J'ai déjà assez de choses à décider comme ça. Thuram, ok. Vas-y, bah c'est parti, on fait ça. Let's go. À travers des gestes aussi sur le terrain. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Alors je trouve ça intéressant parce que la première question qu'on lui a posée, du coup, c'est toujours ce truc. Qu'est-ce que vous pensez d'un parti raciste qui passe? Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes lives, ça enferme, en fait, ça additionne racisme et RN comme si c'était la même chose. Et du coup, ça donne l'idée que pour lutter contre le racisme, il faut lutter contre le RN. Or, pour lutter contre le racisme, il faut lutter contre le racisme. Ça, le racisme, c'est quelque chose qui est pas spécifique au RN. Je le redis, je le répète encore. Il faut lutter d'abord contre le racisme, et bien entendu contre le RN. Mais se contenter de dire le RN est un parti raciste pour le présenter, je trouve que c'est pas ce qui permet de lutter ni contre le racisme, ni efficacement contre le RN. Ça, c'est vraiment important. Et après, je trouve que sa réponse est super, du coup, à Thuram, en parlant d'abord de cette propagande qui nous est ressassée par la télé. Et donc, encore une fois, on vise bien sûr le groupe Bolloré, et c'est aussi pour ça qu'il est important, en tant que militant et militante, de s'organiser pour mettre en place des contre-espaces de parole médiatiques, comme Twitch, par exemple. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Alors ça c'est intéressant, il faut se battre au quotidien, mais là, ça fait depuis les années, enfin ça fait très longtemps que le RN est en train de monter et sa progression, elle est continue. Alors moi je me dis, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une analyse critique, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté pour qu'il y ait une progression aussi fulgurante? On peut pas continuer à se battre comme on l'a toujours fait, puisque ça n'a pas fonctionné. Tu vois, c'est un peu un truc de stratégie de guerre, comment on fait bouger les choses, quoi. Bonjour Marcus. Jérémy Farge, l'Est républicain. Qu'est-ce qui te manque encore en équipe de France pour clore tous les débats et faire pleinement l'unanimité? Qu'est-ce qui me manque? Je sais pas qu'est-ce qui me manque. Je pense que à chaque fois que je vais en équipe de France, j'essaie de faire le maximum, j'essaie d'aider mon équipe. Ok, ça on s'en fout un peu, juste on revient après. Il va répondre encore à une question politique. Damien Degore, l'équipe. Juste pour revenir sur ta première réponse, t'es le premier parmi les joueurs de l'équipe de France à avoir une position aussi tranchée, parce qu'on tentait de dire qu'il faut aller voter. Est-ce que toi, au sein de l'équipe de France, t'en parles avec tes coéquipiers et c'est un sujet où t'as besoin d'être convaincant, enfin bien expliqué que il faut aller voter, quoi. Mais pas que. Non, je pense pas. Je pense qu'après, en équipe de France, tout le monde, enfin, j'espère tout le monde partage le même avis que moi. Et après, je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous et juste dire qu'il faut aller voter, mais je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. Exactement, remettre de l'histoire dans tout ça, comprendre comment on en est arrivé là. Les gens sont pas juste devenus méchants par hasard comme ça, non, il y a une grosse histoire de racisme, une grosse histoire d'incompréhension politique aussi et d'erreurs politiques, et il faut pouvoir retracer tout ça pour comprendre là où on en est et pour pouvoir bouger. Bonjour Marcus, Baptiste Durieux pour RTL. Bonjour. Je voulais savoir ce que te demandait très précisément Didier Deschamps. Vous m'entendez bien là ou pas? Dites-moi parce que on me dit ma voix est faible. Ma voix est faible. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Peut-être que là c'est mieux.
Thuram a posé de vraiment bonnes bases. Je pense pas que ça aurait été le cas de tous les autres joueurs, effectivement. Alors, attendez, je regarde, est-ce qu'il y a des moments où il parle encore? Heureusement, il y a les transcriptions maintenant sur le côté de YouTube. Salut tout le monde, salut Hermite DZ. Qui conviendrait les qualités? Voilà, on revient à la politique encore. Je reviens de nouveau un petit peu sur la dimension politique. Forcément, il y a une grosse communauté qui vous suit sur les réseaux, peu importe le joueur d'ailleurs de l'équipe de France. Est-ce que vous vous sentez aussi investi d'un rôle d'exemple, voilà, même si c'est pas toujours facile de s'exprimer sur ces sujets-là, mais voilà, avoir un rôle envers la jeunesse, notamment, voilà, avoir ce devoir peut-être même quand même de dire des choses. Merci pour le raid, Alice Rage. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Merci vraiment beaucoup. On est en train de parler de politique. Donc là, on écoute Marcus Thuram, joueur de l'équipe de France, qui prend la parole dans une conférence de presse, qui parle de plein de choses, mais aussi de politique. Et ensuite, on regardera Kylian Mbappé, qui a pris la parole juste après Marcus Thuram. Et donc, c'est important de faire les choses dans l'ordre. D'abord, on écoute Marcus. Ensuite, on écoute Kylian. Merci, Alice, pour le raid. Choses quand arrive des choses, quand le climat politique est tendu. Oui, après je pense pas que ce soit très compliqué de s'exprimer là-dessus. Je pense que ça vient de ma personnalité et de mon éducation. Et oui, comme vous l'avez dit, en tant qu'exemple, et je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, et donc je suis obligé de faire passer certains messages. C'est très clair ce qu'il dit. Pas de stress, il donne ses avis politiques, ça vient aussi de sa culture, de son éducation. Voilà, il dit les choses clairement, voilà, il s'exprime politiquement sans avoir peur. Bonjour Marcus, c'est Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Il y a quelque temps, vous disiez qu'enfant, vous n'aimiez pas le... Là, ça repart encore. Poste de numéro 9. Parlez-nous de ça. Et... Ça repart encore plus sur le côté sport. On va voir, est-ce qu'il y a un moment où il reparle à nouveau de politique. Cette période, on là, ils vont parler de sport pendant la plupart du temps. N'Golo Kanté. Et l'entraînement dans ce pays, c'est quoi? Ah, voilà. Une nouvelle question politique à Marcus. Bonjour Marcus, Dominique Serac, le Parisien. La montée du racisme, elle est aussi en Italie, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir. Est-ce que ça vous préoccupe aussi dans ce pays-là? Et est-ce que c'est compliqué pour vous au quotidien en Italie? Je pense que, tout d'abord, vous avez raison, oui, en Italie, c'est un problème, et je pense que le problème est mondial, mais en Italie aussi, il y a un problème, on l'a vu avec Mike dans les stades, après... Merci beaucoup pour le sub, Georges Lafritmoll, merci. C'est un problème pour moi, personnellement, directement, non, parce que je suis un joueur de foot, parce que les gens me reconnaissent, mais je sais que c'est un problème pour même des milliers d'autres personnes noires en Italie, donc aussi ça devient un problème pour moi. Ça, c'est intéressant. Il dit quand même un truc, c'est que en tant que joueur de foot, il a des privilèges qui sont que c'est un noir, mais pas comme les autres, parce qu'il a une stature de star, il est reconnu, il a de l'argent, il a un statut social, etc. Et on a vu quand même que ça n'a pas empêché des joueurs de foot d'être victimes de cris racistes, d'insultes. Il y avait récemment un joueur brésilien qui s'était effondré en pleurs au micro d'une radio, un peu dans une conférence de presse comme celle-ci, en disant qu'il était insulté tous les jours et qu'il n'en pouvait plus. Donc on sait que le statut de joueur de foot ne protège pas, mais il est clair sur le fait que lui, il l'a pas forcément énormément ressenti, mais que ça ne l'empêche pas non plus quand même de se mobiliser pour les autres personnes noires italiennes et aussi françaises. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et on reconnaît bien Marcus Thuram et aussi l'engagement de son père, Lilian Thuram avant lui, sur ces questions de racisme. D'ailleurs, j'ai un livre de Lilian Thuram que je vais aller chercher. Clément Grez, Minsport. Comment tu définis... Alors, on repart là sur du sport. Je continue à descendre. Est-ce qu'il y a des choses... Ah, voilà. On repart sur la politique. Pour le monde, vous l'avez dit, certains de vos coéquipiers n'apprécient pas tout simplement de parler de la situation politique actuelle en France. Vous, votre éducation fait que vous êtes plus à l'aise pour parler de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation politique en France, est-ce que vous en parlez avec votre père, Lilian, qui s'est déjà positionné contre le Front National par le passé, et notamment Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il vous incite à prendre la parole? Est-ce qu'il vous dit que c'est une bonne chose, que vous profitiez de votre statut de personnalité reconnue pour justement faire passer des messages?
Non, tout d'abord, mon père m'incite à rien faire à part être un garçon bien élevé. Mais je pense que en grandissant... Il a dit calmez-vous là. Avec lui, en ayant des conversations avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Intéressant. Attendez, je vais vous chercher un livre de Lilian Thuram dans ma bibliothèque. J'arrive tout de suite et en même temps, je continue à laisser l'interview qui se passe parce que je crois qu'après il va parler un peu de sport. Donc désolé, je vous laisse une seconde avec Marcus. Je cherche le livre. Oui. Bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez quand même pris des risques professionnels l'année dernière en changeant totalement votre rôle sur le terrain, à un âge relativement avancé, parce que tout le monde ne le fait pas à cet âge-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça ? Est-ce que vous n'aviez pas eu l'impression de prendre quand même de gros risques, de désapprendre des choses pour éventuellement en apprendre d'autres, mais sans garantie ? Alors, quelle rapidité, vous avez vu, hein. Donc, il y a le livre La pensée blanche de Lilian Thuram. Je vous recommande du coup ce livre, parce que Lilian Thuram, il a fait vraiment un gros taf sur les questions d'antiracisme, et il a utilisé sa position de star, sa position de vainqueur de Coupe du Monde, etc., au service aussi d'un engagement antiraciste, et ça, c'est important. Hop. Alors, est-ce qu'il va encore parler de ce genre de choses ou pas ? Voilà. Bonjour Marcus, Jean-François Berès pour le JDD. Je t'entendais tout à l'heure, tu disais en équipe de France, je suis désolé, on fait football politique un peu, hein. En équipe de France, j'espère que tout le monde partage mon avis. Est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que tu as des doutes là-dessus, que tout le monde partage ton avis, si tu dis ça ? Et est-ce que vous avez envie, avant le premier tour de l'élection législative, de prendre une position commune, de faire passer un message commun, ne serait-ce que pour pousser les gens à aller voter, tout simplement ? Merci. Alors tout d'abord, en équipe de France, j'ai aucun doute que tout le monde partage ma vision sur les choses. Donc là, il faudrait qu'il précise c'est quoi sa vision sur les choses. C'est genre, il faut voter contre le RN. Je pense que c'est ça le point dénominateur commun. Après, pour qui il faut voter ? Est-ce que c'est Macron ou la gauche ? Là, est-ce qu'on est vraiment sûr ? Ensuite, je pense que nous sommes dans un pays libre. Et je pense que chacun doit faire ce qu'il sent, qui est juste. Moi, je suis devant vous et je dis certaines choses. D'autres personnes peuvent le penser aussi et pas le dire. Et moi, je respecte la volonté de chacun d'être libre sur cette situation. Mais j'ai aucun doute qu'en équipe de France, tout le monde pense comme moi. Zéro doute. Zéro doute, il a dit zéro doute. Je vous ai répondu, ça c'est à chacun. Chacun sent comment il veut gérer cette situation. Moi, je suis pas là pour forcer quelqu'un à dire quelque chose, même s'il le pense, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus pudiques sur cette chose, peuvent le penser et pas le dire. Moi, je suis juste là parce que grâce à mon père, je maîtrise assez cette situation pour pouvoir en parler. Ça, c'est pas mal, bien répondu. Je voyais DE113 qui disait « Salut, à ton avis, qu'est-ce qui fait que la négrophobie en France est beaucoup moins assumée et violente qu'en Italie ou dans d'autres pays européens, contrairement à l'arabophobie qui est plus véhémente ?» Alors, je dirais pas que la négrophobie est moins véhémente, je pense qu'elle est tout aussi violente et assumée et véhémente, mais il y a quelque chose qui est important, c'est qu'elle prend peut-être moins d'espace médiatique, elle est moins explicitée dans l'espace médiatique, aussi à cause de l'histoire coloniale de la France. Et ça, c'est important à comprendre. L'histoire coloniale de la France, elle s'est abattue principalement sur des personnes asiatiques, des personnes océaniennes, des personnes américaines, des personnes africaines. Et dans les personnes africaines, les personnes d'Afrique du Nord ont été beaucoup plus diabolisées que les autres au niveau médiatique, et notamment à cause de la guerre d'Algérie, qui a été une défaite et une humiliation pour la France, et qui a généré une sorte de ressentiment très bizarre et un rapport à l'histoire qui est... un rapport à l'islam qui est très conflictuel. Et ça vient vraiment de cette histoire de la défaite de la France en Algérie. Et donc, c'est, je pense, ce qui explique le fait que l'islamophobie soit si décomplexée aujourd'hui en France dans le discours public. Mais chaque territoire colonial, enfin chaque puissance coloniale va avoir un discours hyper violent en rapport à son histoire coloniale. En Angleterre, vous allez avoir les communautés indiennes qui vont être
d'une certaine manière, même s'il y a des gens, comme toujours, hein, il y a le maire de Londres, il est issu de ces communautés, mais quand même, vous allez avoir un discours particulier sur les populations indiennes qui n'existe pas vraiment dans la même manière en France, parce qu'on n'a pas la même histoire coloniale avec l'Inde. Aux États-Unis, vous allez avoir un rapport aux personnes latino qui va être hyper violent, alors qu'en France, elles vont être perçues comme exotiques, etc. Vous voyez, donc chaque puissance coloniale va déclencher des racismes qui sont les mêmes, mais qui vont être plus ou moins prononcés en fonction de son histoire. Donc je continue. Bonjour Marcus, Yves Leroy pour l'équipe. Vous disiez qu'il y a des choses qui sont faites pour faire monter le Rassemblement National. Vous pensez à quoi ? Je ne vais pas citer des missions en particulier, mais c'est vrai que quand je suis en Italie et que j'allume ma télé et je vois certains débats à la télé, je pense que c'est fait pour que cette montée, la montée du RN arrive. Bonjour Kylian. Alors là, alors, attends. Bonjour Kylian. On est d'accord, le mec vient de commencer par bonjour Kylian. Attendez. La montée du RN arrive. Bonjour Kylian. Emmanuel Baranguet pour... Kylian. Vous aussi oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian. Oui, pardon. Wesh. Quel bail. Vous avez vu le regard? Là, c'est un vrai regard, ça. Carrément, ça devrait être un mème. Vous m'avez appelé Kylian. Vous m'avez appelé Kylian. Non, c'est compliqué, là. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il s'est dit... Non, comment on peut interpréter cette erreur du journaliste? Il était tellement pressé de parler à Kylian et du coup, il n'a pas respecté Marcus. Il était en mode je veux parler à Kylian. Ou est-ce que ils sont noirs? Oh, le stop, il est incroyable. Franchement, ce regard-là, on le garde, hein, on le garde. Attends, c'est celui-là, comme ça. Franchement, on est d'accord. Vous m'avez appelé Kylian. Donne-moi. Je suis plus... Attendez, on le reprend. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Bonjour Marcus, excuse-moi. Ah ouais, c'était violent. Je ressemble pas à une tortue ninja, il a dit. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Depuis vos 14-15 ans, Kylian te dit que tu dois jouer numéro 9. Je voulais que tu... Bon, ça, on s'en fout. On est sur la politique, nous. On est sur la politique. Qu'est-ce qu'il raconte de politique, ensuite? Il y a plus grand-chose, on dirait. Hein. J'essaie de lire la transcription sur le côté. Je crois que là, on arrive à la fin et qu'il n'y a pas plus de politique. Désolé, ça bug. Ah, voilà. Il y a un dernier truc politique. C'est quoi son apport dans le groupe? On dit souvent que c'est un peu un amuseur. On se souvient qu'à l'Euro 2021, du coup, il avait été forfait en cours de rassemblement. On a vu que ça avait un peu plombé l'ambiance. C'est quoi son rôle à l'intérieur? Il y a une autre question aussi par rapport à la politique et par rapport à ton père et son engagement. Est-ce qu'il y a des moments là-dessus qui t'ont marqué quand tu étais enfant avec les sorties, les déclarations de ton père ou des choses dont il avait été victime? Merci. Bonjour. Non, tout d'abord, Ousmane, c'est un pilier de l'équipe. Ça fait très longtemps qu'il est là, depuis la Coupe du Monde 2018. C'est quelqu'un de très important dans l'équipe et quand il n'est pas là, on le sent tout de suite. Donc on est très content qu'il soit là avec nous. Et ensuite, concernant mon père, un événement, non. Non, pas un événement, mais une éducation que j'ai eue depuis petit et une sensibilisation sur ce sujet. En fait, il répond assez vaguement à chaque fois sur ces trucs quand on lui parle de son père. On voit qu'il est un peu la flemme, il est en mode non, mais je suis basé, et voilà, laissez-moi tranquille. Eh bien, j'ai l'impression que c'est fini pour le côté politique avec Marcus Thuram. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez qu'il était carré? Après, on passe à quelqu'un d'autre. Et donc, nous, on va revenir sur Kylian. Bonjour à tout le monde, salut Karim. Il se passe quoi? Alors, on est en train de regarder la conférence de presse de Marcus Thuram, récente sur Being Sport, et de voir un petit peu comment il avait répondu aux questions politiques. En vrai, il n'a pas dit qu'il votait particulièrement à gauche. Hein. On comprend parce que c'est l'engagement de son père et qu'on sait que son père, il va plutôt être Front Populaire, mais je ne l'ai pas entendu dire qu'il voterait Front Populaire. En tout cas, il a dit qu'il n'était pas RN, ça c'est sûr. On est d'accord, ou c'est moi qui ai manqué quelque chose dans ce qu'il a dit?
Salut à tous, mieux que Macron. Bah, c'est mieux, mais en vrai, c'est pas beaucoup plus précis, hein. Enfin, c'est basé parce qu'on sait qu'il y a son père et qu'on sait qu'il est antiraciste, etc. Mais voilà. Thuram a été le premier à parler, bravo à lui. Et en même temps, si tu votes autre chose, tu perds. En vrai, il y a la culture du vote anonyme, ça reste difficile de dévoiler son vote. Ouais, je suis d'accord. On va pas non plus... je comprends qu'il ne fasse pas... Enfin, qu'ils ne disent pas clairement « je vote tel », parce que ce serait appelé au vote. Mais ce serait pas mal qu'ils disent « il faut écouter partout », ou bien qu'ils donnent plus de pistes pour qu'on se dise « ah ouais, c'est quand même la gauche qui l'intéresse ». Il n'a pas le choix de répondre vaguement. Deschamps veut éviter les distractions lors des tournois importants. Ok, c'est pas non plus un discours militant, mais de la place où il est, c'est une bonne base. Lui au moins, il ne dit pas les deux extrêmes. Vas-y, on va écouter Kylian avant que vous l'attaquiez comme ça là. Écoutons-le du début jusqu'à la fin. Première question à Kylian, donc c'était le 16 juin, donc le 16 juin c'était hier, le temps passe vite, 16 juin. Posez votre question à Kylian, qui répond? On va commencer ici, s'il vous plaît. Wesh. Okay. Bonjour Kylian, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. La Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Wesh, laisse ton micro, Kylian. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Ça, c'est pas mal parce que franchement, ça casse avec l'idée que les sportifs ne doivent pas être engagés politiquement. Alors on sait que c'est pas le cas, hein, puisqu'il y a plein de sportifs, notamment américains, dans le cadre du mouvement des droits civiques afro-américains qui se sont mobilisés politiquement, et ça a souvent été le cas. Mais en France, sur les questions directement d'élection avec des partis engagés et tout, on voit rarement les joueurs de foot se positionner, et là c'est bien, ça va peut-être ouvrir une nouvelle ère où les sportifs prendront la parole en disant il y a des priorités effectivement. On est avant tout citoyen et on est dans un monde qui évolue donc. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, il ne dit rien, mais quand même, il change ce rapport le sportif ne doit pas parler politique. Là, c'est le sportif se doit de prendre parole politique et je trouve que ça, déjà, c'est intéressant. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je trouve ça stylé quand même que ce soit Kylian qui dit « je m'adresse au peuple français », tu vois. Et on sait qu'on va plus l'écouter que la majorité... Enfin, en fait, il y a plus de gens de tout le peuple français qui l'ont écouté que la majorité des dirigeants politiques qui parlent plutôt à leurs audiences. Et je trouve ça quand même assez balèze, rien que d'être à cette position-là, à son âge, en tant que mec noir qui a grandi plutôt en quartier populaire en France. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Les extrêmes, oh là 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 là, c'est là qu'ils nous lâchent là, Kylian. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. Alors ça, en vrai, je trouve que son discours, il est intéressant et je kiffe le voir dans cette posture de chef d'État. Ça me fait grave rire et je trouve ça fort de sa part. Et effectivement, comme vous le dites en commentaire, il articule très bien les choses. Ça, je le trouve cool. Mais il lâche des les extrêmes. Que veux-tu dire, Kylian ? On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Alors ouais, mixité, tolérance et respect. Ok, donc là on est encore une fois dans ces questions de racisme, d'antiracisme. Quand on dit mixité aujourd'hui et qu'on dit tolérance, ça peut aller aussi sur les questions de genre, mais souvent notre cerveau il pense d'abord à ces questions de racisme, en tout cas pour le mot mixité. Et là j'ai envie de dire que les extrêmes, peut-être il parle de l'extrême centre. Ah, peut-être voilà, il n'a pas été précis. Effectivement, l'extrême droite et l'extrême centre sont aux portes du pouvoir. Et nous, si on veut quelque chose pour la mixité,
mixité, peu importe ce que ça veut dire, en tout cas un changement sur les ségrégations qui sont mises en place dans notre pays, et ben je pense qu'il y a plus un camp politique qui le porte que les autres. Et je comprends ce que dit Kylian. Qu'est-ce que vous pensez de mon interprétation ? Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Ça, c'est intéressant, fier de porter le maillot. C'est vrai que si c'est l'extrême droite qui passe et que le maillot devient vraiment le symbole du nationalisme, ça va commencer à être compliqué pour pas mal de joueurs de foot. Enfin, on va voir un engagement beaucoup plus vocal des joueurs, pas que de foot d'ailleurs, de tous les types d'équipes. Et ça va être intéressant, cette contradiction entre cette France nationaliste qui essaye de faire le monopole des couleurs et du drapeau, VS des sportifs, des athlètes qui ont grandi dans une diversité culturelle et qui connaissent les histoires et les trajectoires de leur famille, qui font qu'elles sont en France et qui sont des histoires de migration, de mélange, de rencontres souvent violentes. Et tout ça, il y aura une incohérence qui va être intéressante à voir. Et il y a un truc aussi que je trouve intéressant et important, et j'y pense beaucoup en ce moment, c'est que le drapeau français, effectivement, c'est devenu le monopole des nationalistes. Et je pense que un des enjeux qu'il y a aujourd'hui à gauche, c'est à vraiment déconstruire le nationalisme, l'idée nationaliste, et ce qu'elle implique comme synthétisation d'un peuple, c'est-à-dire en oubliant et en écrasant toutes les particularités culturelles des peuples qui composent la France. Là, je pense par exemple, aux Basques, aux Bretons, à l'Auvergne. Enfin, il y a plein de territoires et de cultures qui façonnent ce qu'est en réalité le pays, mais aussi aujourd'hui, il y a les Outre-mer, etc. Et donc, il y a une tentative avec le nationalisme d'écraser tout pour concentrer en une seule unité qui serait essentialisée. Et à ça, on va accoler le drapeau français. Et je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux qu'on a à gauche, c'est pas forcément genre de brûler le drapeau français en tant que tel ou de dire nique la France, mais c'est réinvestir le mot France d'un sens qui ne soit pas nationaliste, qui ne soit pas cette espèce d'amalgame et de simplification de ce que sont les identités des peuples de France. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dites-moi un petit peu. Je vois que vous lâchez en commentaire là, je n'arrive même pas à tout suivre. La France nationaliste va juste virer les Noirs de l'équipe. Non, ils pourront pas faire ça. Parce que là, il y a plus... le nationalisme, il est... Enfin, c'est aussi la contradiction de ce truc-là, c'est que tu vires les Noirs de l'équipe de France ou les Arabes ou les personnes d'origine étrangère, et en fait, t'es plus fier de ta nation, parce que la nation, elle tombe très très fort, quoi. Alors, je continue à écouter. Ah, il n'y a plus de questions. On l'a laissé tranquille. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Toujours sur ces législatives-là, Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement National. Est-ce que on a entendu l'appel au vote ? Est-ce que... Mais attendez, moi j'ai pas entendu ça. Quand il a dit barrage au Rassemblement National, vous l'avez entendu vous ou pas ? Je l'ai pas entendu dans le truc de Marcus. Après, en même temps, quand on a regardé la vidéo de Marcus, ça avait déjà commencé. Donc, est-ce que c'est un replay bizarre où ils ont coupé le début en mode on enlève la partie genre sur le Rassemblement National ? Non, on n'a pas entendu. Mais peut-être qu'il l'avait dit juste avant ça, en fait. Il nous manque un extrait, les amis. Censure, que s'est-il passé ? Scandale. Si vous trouvez l'extrait d'avant, n'hésitez pas à me dire, et 13 bis pourra peut-être le faire remonter dans le chat. Tu le suis sur cette ligne ? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression, donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression, et il a donné son avis, et moi je me range avec lui. Trop bien. Donc si Marcus appelle à voter contre le RN, on est d'accord, Kylian et Marcus sont ensemble, il a dit des valeurs de mixité, etc. On se doute que Marcus a plus une tendance Front Populaire qu'une tendance Emmanuel Macron, donc est-ce qu'on peut se dire que Kylian est aussi dans cette logique mixité entre guillemets ? Non mais en vrai, il va falloir briefer nos camarades de l'équipe de France là, parce que mixité, qui lui a dit d'utiliser ce mot à Kylian ? C'est tellement vague. Mixité, qu'est-ce que ça veut dire ? Mixité sociale, mixité sur les questions de race, sur les questions de genre.
peut-être que c'est l'ensemble de ces idées qu'il voulait embrasser dans cette phrase mixité, dans ce mot mixité. Tout est très flou. Et ça manque de définition et ça permet d'avoir des idées un petit peu vastes et un peu des postures morales. Genre, nous, on est pour la mixité, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment tu mets en place une mixité concrète? Parce que c'est important, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Les gens, c'est pas que les gens se détestent, c'est qu'il y a des systèmes et des longues histoires qui ont mis les gens en concurrence ou qui ont monté les gens les uns contre les autres. Donc, pour arriver à cette mixité, il faut réussir à casser ces systèmes qui les ont divisés pendant trop longtemps. Et donc c'est vrai que là, je trouve que parler de mixité de manière si simple, ça fait simplement appel à des idées morales, mais ça ne nous permet pas de mettre en place de vrais projets. Mais je trouve ça quand même bien qu'il ait osé le dire et qu'il s'affirme concrètement contre le RN et l'extrême droite. Je pense que c'est important et qu'à l'échelle où il est, à l'endroit où il est, c'est déjà un tour de force énorme, donc big up à Kylian, mais les extrêmes, il a dit les extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour Kylian, Philippe Sanforge pour RTL. On entend ton message qui était assez clair. On va basculer doucement sur le sportif. Est-ce que... Non, mais on s'en fout du sport. Nous, on est là pour la politique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il raconte plus tard sur la politique? Je lis, je descends un peu dans le texte sur le côté. Voilà. Ah, attendez. Pour remobiliser un maximum le groupe, déconnecter du monde. Ah voilà, attendez. Les cadres, c'est à moi en tant que capitaine d'essayer de remobiliser un maximum le groupe, de bien sûr ne pas être déconnecté du monde, mais bien sûr d'avoir aussi cet espace où on est dans une compétition et demain on sera là pour défendre les couleurs de notre pays et essayer de gagner ce premier match pour se lancer dans notre Euro. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr que c'est une situation qui est différente, mais on est des grands joueurs et on doit s'adapter. C'est pour ça qu'on est payé. N'empêche, il a dit les termes, là, c'est pour ça qu'on est payé. Et oui, c'est un travail, c'est le travail qu'ils font. Je crois qu'on revient à la politique, là. J'aime bien, je partage l'avis de Marcus Thuram. Kylian Mbappé, je partage l'avis de Marcus Thuram. C'est-à-dire c'est Marcus Thuram qui est devenu la référence de la politique maintenant. Kylian Mbappé ne dira pas son avis, il partage l'avis d'eux. C'est un retweet, en fait. Il fait des retweets, Kylian. C'est à moi, Raphaël? Ok, pardon. Bonjour Kylian, je pensais qu'il y avait une question de l'autre côté. Je reviens encore un peu là-dessus pour qu'on comprenne tous bien ce qui s'est passé. Là, évidemment, la prise de parole de Marcus, elle est extrêmement importante. Est-ce que vous en avez parlé avant, tous ensemble, ou est-ce que c'est lui qui l'a fait de lui-même? Est-ce que ce message-là, vous souhaitez le porter aussi collectivement d'une manière qui va être concrète? C'est-à-dire, là, tu parles aujourd'hui, mais est-ce que ça peut donner aussi quelque chose, un texte par écrit ou un engagement peut-être plus collectif et encore plus visible que ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes? Merci. C'est vrai qu'en tant qu'équipe, on a pensé à faire quelque chose. Je pense aussi pour essayer de protéger un peu cette compétition sans être indifférent à la situation. Donc c'est sûr on a beaucoup échangé sur ce qu'on pouvait faire en tant qu'équipe, le message qu'on pouvait donner, un commitment, un statut qu'on pourrait donner en tant qu'équipe. T'imagines les gens du RN dans l'équipe de France, ils doivent être en mode fuck, faut pas qu'on me découvre. Ça se trouve, il y a des loups-garous dans le bail. Et c'est sûr que c'est important pour nous, on va le faire en équipe et ça permet de protéger aussi les plus jeunes. Parce que c'est pas parce qu'il y en a ici qui voudront pas s'exprimer ou c'est peut-être qu'ils peuvent pas, qu'ils sachent pas comment s'exprimer. C'est difficile de venir ici et de s'exprimer devant tous les journalistes, tous les gens, de donner une position peut-être sur un domaine qu'ils maîtrisent pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'en tant qu'équipe, on veut avoir quelque chose pour protéger aussi ces gars-là, qui vous donnent pas l'impression qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a personne qui s'en fout dans l'équipe. On est pleinement conscient de la situation. Maintenant, il y en a qui sont plus amenés à en parler que d'autres, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Et le but, c'est de protéger l'ensemble des joueurs. Donc c'est intéressant. Je trouve que ça a pas mal de rappeler ce truc de penser en équipe. C'est vrai que c'est des joueurs qui parfois vont avoir une longue carrière ou qui espèrent avoir une longue carrière. Et ça, psychologiquement, c'est pas rien de se dire, est-ce que je vais pouvoir avoir une carrière pendant, je sais pas, 10, même 6, 5 années, avoir des sélections en équipe de France et tout. Et ils ont c'est ça le cœur de leur action, de leur travail, de leur fierté. Du coup, c'est compliqué de se rajouter une pression de parler politique
dans des moments comme ça s'ils ont peur que ça puisse nuire plus tard à leur carrière de footballeur, de sportif. Et donc ça pose pas mal de questions de comment on protège effectivement les plus jeunes joueurs qui ne savent pas forcément répondre à des méga bad buzz ou autres. Et là, je trouve que Kylian Mbappé, il utilise bien ses compétences d'orateur, de star en général, et je me dis, punaise, mais quand il va arrêter le foot, lui, ça va être incroyable, ça va être un politique, c'est sûr. Là, je vois déjà le futur président avec sa casquette là, en train de nous raconter des trucs, et j'espère que il prendra aussi de la distance avec le camp Macron, parce que les choses peuvent encore évoluer, je pense. Il est quand même assez jeune, et quand t'es matrixé dans une ambiance de sport et de gros sous, t'es au contact avec des gens qui ne sont pas forcément instruits politiquement de la même manière que nous, on peut l'être dans nos camps de gauche. Et je pense que c'est aussi notre travail d'atteindre des personnes comme Kylian Mbappé, ou que nos discours les atteignent. Parce que je suis à peu près sûr que nos discours ne les atteignent pas dans leur complexité. Ils ont peut-être des images très caricaturales de nos discours. Et bien sûr protéger aussi l'équipe de France, mais c'est sûr qu'on y a réfléchi et je pense qu'on va faire quelque chose très bientôt. Bonjour Kylian. Alors, là on s'en fout un peu, il va parler de sport. Je cherche quand est-ce qu'il parle encore de politique. Bonjour, voilà. Bonjour Kylian, Sébastien Tarago, la chaîne Équipe. Pardon, je m'éloigne de la fête des papas et... Shadok qui dit le lobby. Vas-y, venez, on monte un lobby pour atteindre Kylian Mbappé, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire des autres ? Si lui, il comprend nos idées, il va être en mode c'est pas bête, en fait, les bails, c'est pas bête. De ton état physique. Et je reviens un tout petit peu en arrière pour être tout à fait clair. Est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix ? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national ? Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. C'est quoi les extrêmes ? Alors vous savez que j'avais déjà parlé un peu de ça dans mon live précédent. Moi, je trouve pas que ce soit un problème de se revendiquer par exemple d'extrême gauche. Et je comprends aussi ceux qui se revendiquent d'extrême droite dans le sens où c'est des positions politiques. C'est-à-dire que pour moi, extrême n'est pas connoté négativement. C'est plutôt, ça témoigne d'une position politique de personnes qui veulent un changement radical. Donc dans ce sens-là, moi je trouve que se revendiquer d'extrême gauche, c'est plutôt intéressant en disant on veut quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Alors que les extrêmes droites, ils vont plutôt être on veut quelque chose de radicalement différent, un retour radical vers des formes arrière qui sont souvent des formes fantasmées, en se disant c'était mieux avant, il y avait une protection de quelque chose. Donc c'est souvent un truc de radical retour, entre guillemets, à une sorte de base imaginaire passée. Alors que les extrêmes gauches, elles vont plutôt pousser vers une avancée radicale, vers de nouvelles formes qui n'ont pas encore été testées. Et entre ça, vous avez des positions plus ou moins centristes, dont l'hypercentre, donc les extrêmes centres, comme les gens de Macron, et je pense que c'est contre ces extrêmes qu'ils se mobilisent, ou bien est-ce que j'ai une lecture trop biaisée de la situation ? Dites-moi, je dis ça avec humour, hein, bien sûr. En tout cas, il y a les extrêmes centres qui sont très à l'aise avec la situation et qui, elles, ne veulent pas forcément bouger. Donc vous comprenez que pour moi, extrême, c'est pas connoté négativement, c'est vraiment... c'est vrai, ça décrit un processus ou des idées politiques tout simplement. Alors s'il est contre les extrêmes, c'est-à-dire contre des mouvements forts, bah il est pas vraiment dans mon camp. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Waouh, merci, l'objectif atteint, 5400 followers, trop bien, continuez à follower et même à vous abonner si vous avez les moyens. Là, ce qu'il dit, je trouve ça intéressant, on a l'opportunité de choisir le destin de notre pays, mais ça me surprend s'il est centriste macroniste, parce que franchement... Macron, il n'a pas été choisi, ça a toujours été cette même technique de je fais monter les extrêmes droites pour me positionner comme seule alternative. Et du coup, bah, les gens ont été, entre guillemets, obligés de voter pour lui. Et je trouve que c'est pas un choix. Et là, de dire on va choisir, s'il parle de Macron, bah, c'est juste le report d'un non-choix qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Donc je pense pas que ce soit très pertinent. Alors j'espère qu'il parle plutôt de force de gauche, on choisit quelque chose de nouveau. On voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette
de cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix elle va pas changer. Si, la voix elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Ça, je trouve ça intéressant. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais, un pays, enfin, porter les couleurs de la France, si la France s'affiche comme ouvertement nationaliste, je pense que ça va être difficile pour pas mal de joueurs qui sont issus de tous ces parcours, de toutes ces trajectoires, qui sont bien plus loin, en fait, bien plus élargi que le nationalisme, qui est quelque chose de très fermé. Et vous voyez, je dis pas le racisme. Pour moi, la caractéristique du RN, c'est pas que ce serait le seul parti raciste. Bien sûr, le RN est un parti raciste, comme beaucoup de partis en France, mais surtout, le RN est un parti nationaliste. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui attaquer, c'est ces idées de nationalisme. Et il faut réouvrir les spectres, repenser le monde dans un monde, d'ailleurs, qui est un monde de réseaux sociaux, un monde ultra connecté, où les réalités politiques sont complètement transnationales. Donc, ouvrir ce spectre et arrêter de limiter la France à son aspect nationaliste qui est une sorte d'imaginaire idéalisé de ce que serait une France qui ne serait déconnectée de son histoire et du monde qu'elle a participé à façonner, puisque c'est la France, en tant que puissance coloniale, qui a aussi participé à façonner ce monde hyper connecté, internationalisé. Et donc voilà, pour moi, il y a ce truc-là de... C'est vrai que en étant issus de ces familles qui sont des familles de migration, de mouvements liés à l'histoire coloniale française, c'est dur de porter un maillot qui va devenir le symbole du nationalisme. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles. Mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Alors ça, c'est vrai, c'est plus important que le match de demain, on n'en a rien à faire. Par contre, ce que je trouve un peu un problème, c'est là, vous voyez, le côté genre, on appelle au vote. Tout le monde est en train d'appeler au vote. Et lui, il disait lui-même, il n'avait pas voté quand il était plus jeune, il s'était pas senti concerné. Et moi, j'ai l'impression que la vraie question, c'est comment on concerne les gens, plutôt que de leur mettre un ultimatum. Il faut voter, sinon, je sais pas quoi. C'est comment tu crées l'adhésion en fait à ton vote. Comment tu proposes une proposition tellement stylée que les gens adhèrent, que les gens ont envie. Et je pense que ce que le RN aujourd'hui a réussi à faire, c'est que vu que lui, il a pas, il a quand même cette menace des immigrés. Il utilise la menace des immigrés pour susciter de l'engagement. Mais il a surtout réussi, en partant de ce postulat-là, il a réussi à générer un réel engagement de gens qui adhèrent à son idée et à son programme, et qui sont contre les immigrés, certes, mais qui ne sont pas forcément contre... c'est pas ce qui les motive, c'est l'adhésion au programme du RN contre les immigrés. Vous voyez le bail, alors que dans les camps de gauche, pour l'instant, ce qui rassemble, c'est l'adhésion à la lutte, au fait d'empêcher le RN de prendre le pouvoir. Mais l'adhésion au programme de la gauche, il est pas si clair aujourd'hui. Et là, tous les appels au vote qui se mobilisent, et pareil pour Macron, hein, l'adhésion au programme de Macron, elle est inexistante. Et donc là, il y a un vrai souci de construction de campagne et de recherche de l'adhésion des gens dans la politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Merci d'ailleurs, vous êtes hyper nombreux, ça fait plaisir. Force à vous, j'espère que ça va. Vous êtes peut-être en train d'aller au travail ou autre. On finit. Qu'est-ce que je raconte ? Aller au travail, manger dans votre pause et ensuite retourner au taf. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que aujourd'hui le pays il est dans une situation qui est très importante. Non, parce que c'est des dizaines. Attendez, c'est ça la question là qui est la question piège. On entend la vieille voix là du mec qui dit si tu veux qu'on l'entende à la fin. Et on n'entend pas la question du journaliste. Et ça c'est la vraie question du journaliste. On va essayer de la décrypter ensemble. Parce que aujourd'hui le pays il est dans une situation qui est très importante. Non. Il dit vous faites pas de différence entre et ce que j'ai compris c'est vous faites pas de différence entre le RN et LFI. Mais c'est bizarre, parce que c'est pas LFI dont il est question, ce serait Front Populaire. Donc, je réécoute une dernière fois. En tout cas, il dit, vous faites pas de différence, et après, j'entends pas la suite. Qui est très importante. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Bon, on n'a pas entendu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit, non, vous faites pas de différence, c'est des idées qui divisent. Qu'est-ce qui divise ?
Quelles sont les idées qui divisent? Quelles sont les idées qui divisent? Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance. Bah, du coup, ça, c'est les valeurs plutôt de gauche, hein. C'est pas Macron, pour le coup. Quand on voit comment il a divisé la France, que ce soit les mouvements gilets jaunes, que ce soit toute la politique Macron, le nombre de soulèvements qu'il y a eu contre, et la manière dont il a fracturé la société française, et ça s'est encore vu là pour ces élections législatives, la technique Macron de dissolution de l'Assemblée surprise, qui fracture complètement toutes les classes politiques françaises, sauf la gauche d'ailleurs, qui est la seule à se rassembler. Ouais, on voit que c'est... Je choisis librement d'interpréter les paroles de Kylian comme un soutien au Front Populaire. Voilà, je fais ce choix. Non, je rigole. Bon, il est macroniste. Mais on peut encore l'atteindre pour lui faire changer d'avis, on espère, non? Si, allô, ici, Kylian, bonsoir. Alors, attendez, là, ça parle plus de politique, ça parle de foot, de foot. Mais nous, on est là pour parler de politique, on est d'accord? À droite, à gauche, merci, j'ai une discussion de coach, je sais pas quoi, tactique, compétition. Ok, attendez, j'essaie de trouver ça. Est-ce qu'il y a encore une fois? Eh ben non, c'est fini. Merci Kylian. Ça va être Didier Deschamps juste après. Ok les amis, ok. Je vais lire un petit peu vos coms. Qu'est-ce que vous racontez? C'est sûr que la com de Macron veut l'utiliser. Je pense pas qu'il ait encore la liberté de parler en son nom propre. Sa parole est plus attendue qu'un diplomate. C'est clair, la force politique que le gars il a, c'est un truc de ouf. Mais si ça se trouve, ça pourra nous servir plus tard, tout ça. C'est là où il faut se dire... faire de l'éducation, en fait, tout simplement, l'éducation politique. C'est-à-dire que on peut pas attendre de toutes ces personnes dont le travail, c'est avant tout d'être des sportifs et qui se concentrent et qui se donnent au maximum pour leur art qui est le sport. On peut pas attendre d'eux que ce soit les plus grands militants politiques du monde qui ont lu tous les trucs et qui ont compris les complexités que peuvent être les enjeux politiques. Et donc c'est normal qu'ils soient influencés par les gens qui ont le plus facilement accès à eux. Et là, pour le coup, ça va plutôt être des macronistes et le camp Macron en général. Mais rien n'est perdu, je crois. Et on peut imaginer qu'on les atteigne, surtout quand on sait que c'est des personnes qui viennent, qui ont de la famille, qui ont des liens, toujours dans les quartiers populaires, toujours avec des associations de sport, etc. En fait, il y a plein de manières dont ils peuvent percevoir les messages qu'on donne. Et c'est là où je pense que c'est de l'éducation populaire, de l'éducation politique qu'il faut faire pour que les idées qu'on porte, et qui sont beaucoup plus complexes que ce à quoi on les résume souvent, puissent atteindre des figures comme Kylian Mbappé. Et je pense que sa proximité avec Marcus Thuram, c'est super. Parce que le moment où les idées défendues par Marcus Thuram, il les aura compris dans leur complexité, et peut-être que ce sera en lien avec, bien sûr, le livre, par exemple, du père de Marcus, La pensée blanche de Lilian Thuram, mais tout le travail que Lilian Thuram fait aussi au sein de sa fondation, et le travail qui permet de mettre en visibilité d'autres personnes des camps antiracistes et de l'antiracisme politique, qui s'éloignent donc de l'antiracisme moral. J'espère que tout ça pourra atteindre notre camarade, qu'on appellera peut-être camarade Kylian, un jour. Alors, sa prise de parole, sa non-participation, vous avez tellement bombardé de messages là, les amis. Ça va le chat ou quoi? J'ai même l'impression que Macron lui a dit « Pars du PSG, je vais dissoudre ». Non, vous me tuez. Moi, normalement, j'avais un autre plan après ça. Mais comme on a pris déjà beaucoup de temps, je pense que je vais pas pouvoir le faire. On va juste lire l'introduction d'un article. Et oui, puisqu'on a parlé de foot maintenant, mais moi, vous savez que sur Histoire Crépue, je parle avant tout d'histoire coloniale. C'est ça, le cœur de mon sujet. Et donc là, on a un peu tapé sur Kylian de manière sympa en se disant, bon, c'est un peu fou, ton truc de lèse extrême. Mais il n'y a pas que Kylian qui doit se remettre en question. Aujourd'hui, on va continuer en parlant du Front Populaire. Est-ce que tous les Noirs doivent être de gauche, Mariani07 que tu demandes? Bah bien sûr que non. D'ailleurs, tous les Noirs ne sont pas de gauche. Ça, c'est évident quand tu regardes... Et dans l'histoire, En fait, un truc important à comprendre.
noir, ça veut rien dire en soi. Quand vous allez en Afrique, toutes les personnes sont noires, et vous avez des questions de classe sociale, des questions de peuple, de langue, de pouvoir politique, qui font que vous allez avoir des dominants et des dominés. Pourtant, ils et elles sont tous et toutes noirs, donc vous allez avoir des gens de droite, d'extrême droite, même si ces catégories, en vrai, elles n'existent pas forcément dans tous les pays africains, parce que quand on dit droite et extrême droite, c'est par rapport à la situation française. La politique française s'est construite autour de ce spectre de la droite à l'extrême droite. Ça, c'est l'héritage de la République, etc., etc. Donc peut-être que ça va prendre un peu d'autres formes dans d'autres pays, dans d'autres contextes culturels, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens noirs qui ont des idées et des idéologies de droite, d'extrême droite. C'est pas... voilà. Par contre, dans le contexte français, les personnes dites noires, c'est des personnes qui peuvent être, par exemple, des Antillais de Guadeloupe, mais aussi des secondes générations d'immigrés sénégalais, ou même troisième, quatrième génération d'immigrés sénégalais, mais aussi des premières générations de personnes qui ont elles-mêmes migré directement du Congo au Brazza, par exemple. Ces gens-là n'ont pas forcément vraiment de liens familiaux, culturels, etc., mais ils ont tous en commun d'être catégorisés comme noirs. Donc dans le contexte français, le mot noir a un vrai sens puisque c'est la manière dont on nous racialise, vous voyez ? Mais du coup, dans cette racialisation, ceux qui sont sensibles à ces questions sont souvent des gens de gauche, ce qui fait que beaucoup de personnes racialisées comme noires dans le contexte français vont soutenir les idées de gauche, puisque dans le contexte français, c'est la gauche qui se préoccupe de nos problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément une mentalité de gauche. Peut-être qu'ils sont de gauche dans le contexte français, mais ensuite ils ont investi de ouf au bled et qu'ils sont hyper conservateurs au bled, limite à soutenir des dictateurs qu'on pourrait qualifier d'extrême droite ou de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de... Et c'est ça une particularité qu'on a en tant que personne issue des immigrations, c'est qu'on est souvent à cheval sur plusieurs espaces politiques. Ce qui explique aussi parfois pourquoi les plus jeunes ou les personnes racisées sont pas forcément si sensibles au vote, ou quand on essaie de les mobiliser, elles sont assez réticentes, parce qu'elles savent qu'il y a des contradictions entre ce qu'elles pensent, ou entre les différents espaces politiques dans lesquels elles sont engagées, et qu'il y a aussi un truc où elles savent qu'on instrumentalise leur voix, mais qu'on ne leur propose rien de concret, et qu'en fait, parfois ils se projettent même carrément sur un retour au pays. Il y en a beaucoup de la génération de nos parents qui espèrent un jour rentrer au pays, et qui se rendent pas compte qu'en fait ils pourront pas y arriver, et du coup qui s'impliquent pas forcément totalement dans la politique française, ou qui n'ont pas le droit de vote, ou enfin il y a plein de choses complexes à comprendre. Mais il y en a qui sont donc de droite. C'était pour répondre à cette question. J'espère que ça répond. Et ouais, il y a quelqu'un qui disait, j'adore comment les gauchistes blancs sont... J'arrive pas à lire tout le truc. Par rapport aux les rebeux, renois, libéraux, etc. Attendez. Ah oui, sont pas prêts pour les rebeux, renois, libéraux. Effectivement, il y a des gens qui captent pas à quel point, dans nos communautés, il y a des gens de droite ou des gens macronistes de ouf. De ouf. C'est pas être noir ou rebeu ou asiatique ne te rend pas de gauche. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que la gauche doit vraiment faire un travail sérieux. Le truc du racisme, luttons contre le racisme, luttez pour vous, c'est plus... ça n'a jamais été un argument réel tant que la question du racisme n'est pas clairement définie et n'est pas clairement... Il n'y a pas des propositions fortes qui sont faites contre. Et c'est ces propositions fortes qui pourraient rassembler les gens et qui pourraient les détourner de se dire on est macroniste. Et même il y a des gens dans les quartiers, des gens racisés, qui sont extrême droite. Ça c'est clair et net. Faut être très, très honnête sur ça. Alors, moi ce que je voulais vous montrer juste après, c'était... Hop, attendez, on y retourne. C'était pas Kylian, c'était ça. En fait, il y a un livre qui s'appelle « Histoire globale de la France coloniale ». Attendez, d'ailleurs, il est juste à côté, bon, c'est pas grave. Si, je vais vous le montrer, parce que c'est bien de vous montrer que les livres, ils existent dans le réel. Le truc est énorme. Wow. Voilà. Donc, hop, voilà. Donc, Histoire globale de la France coloniale, c'est un énorme livre. Il est trop gros. Franchement, il y a plus de 700 pages dans le bail.
Et ça raconte toute l'histoire coloniale de la France, enfin ça résume beaucoup de passages de l'histoire coloniale française, et c'est hyper intéressant pour comprendre du coup tout ce dont on parle quand on vous dit le racisme et tout. Ça vient de quelque part, ça vient d'une histoire particulière, qui est l'histoire de France, et qu'il faut apprendre à connaître et comprendre dans sa complexité. Et la gauche est au cœur, fait partie, tout comme la droite, comme l'extrême droite, etc., de la mise en place du projet colonial et du projet raciste en France. Et donc, par exemple, dans ce gros livre, donc, vous avez un chapitre qui est très intéressant, situé page 439, qui s'appelle « La commission d'enquête coloniale du Front populaire, un échec de politique réformatrice entre 1936 et 1938 ». Pourquoi est-ce que je veux qu'on prenne le temps de lire ça ? Parce que le Front populaire, le nouveau Front populaire qu'on est en train de voir naître, c'est une référence à ce mouvement politique de 1936 à 1938, qui s'appelait donc le Front populaire, et qui a existé en pleine période coloniale. Et on a envie de se demander, qu'est-ce que le Front populaire de l'époque a réussi à faire pour les coloniser ? Parce que c'était la gauche. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les coloniser ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les personnes non blanches qui étaient un nombre énorme dans l'Empire ? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de Français non blancs à cette époque qu'il y en a aujourd'hui. Dites-vous bien ça, les colonisés, c'est des millions de personnes qui ont la nationalité française, même s'ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les citoyens français, puisqu'ils sont des sujets français. Donc c'est vraiment la preuve qu'à l'époque, la France a toujours mis en place, soi-disant, le droit à l'égalité, etc., mais pas dans ses colonies. Elle se comportait comme des dictatures totalitaires dans ses colonies, et elle faisait une sorte de démocratie dans la métropole. Ça a toujours été ça, le modèle politique français, pendant toute la période républicaine. J'en ai parlé dans le live précédent. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'a réussi à faire le Front populaire pour réformer cette politique coloniale ? Et on va voir que c'était un échec. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme disait le vieux, donc le vieux en référence à monsieur Jean-Luc Mélenchon, le vieux disait « faites mieux ». Faites mieux. Si on utilise la ref Front populaire, il faut qu'on fasse mieux que ce qui s'est passé pour le Front populaire sur les questions coloniales et les questions de racisme. C'est urgent. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il a fait le Front populaire. Quelles erreurs ne pas refaire ? Où est-ce qu'il a échoué ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Et du coup, dans le prochain live, on lira l'entièreté de cet article, mais là, je vous lis juste l'introduction, parce que je pense que c'est important. L'avènement au pouvoir d'un gouvernement de gauche en juin 1936 a suscité énormément d'espoir, non seulement en France, mais aussi dans les colonies. Alors, attendez, je zoome encore plus pour que vous voyez bien. L'exercice du pouvoir par les socialistes et les radicaux socialistes, avec l'appui des communistes, a été rendu possible grâce à une alliance conditionnelle certes, mais durable et fidèle entre les différentes forces politiques du Front populaire. Alors à l'époque, les forces politiques qui se sont alliées, c'était quoi ? C'était trois partis en principal. Hein. Il y avait donc les communistes, qui avaient vraiment une position anticolonialiste. Pourquoi ? Parce que c'était lié avec l'URSS et qu'ils luttaient contre l'impérialisme occidental, donc c'était dans leur intérêt d'être contre le système colonial. Ensuite, vous aviez les socialistes, qui étaient plutôt pour une sorte de réforme du modèle colonial, mais ils voulaient pas arrêter la colonisation, ils voulaient juste que ce soit un peu plus humaniste. Et vous aviez ce qu'on appelle les radicaux, qui sont des sortes de centristes, j'ai envie de dire un peu comme des macronistes, mais plus de gauche. Et donc les radicaux, eux, ils étaient carrément engagés dans la colonisation, ils avaient des ministres des colonies, ils avaient une pensée coloniale, ils défendaient la mission civilisatrice de la colonisation, etc. Et donc ces trois partis, communistes, socialistes et radicaux, se sont alliés pour faire le Front populaire. Et donc le Front populaire, comment il gère les questions coloniales, sachant qu'il y a trois partis qui sont si en désaccord sur ces questions. Voilà. Sur le plan de la politique intérieure, le plus grand défi du Front populaire reste le mouvement de grève de mai-juin 1936, puisque dès que le Front populaire il arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Les Français se mettent en grève massivement pour dire « vous avez fait les fous, vous avez dit on va réformer tout, ben on attend que vous le fassiez ». Donc les Français, c'est la pression des Français et des Françaises qui force le Front populaire à véritablement mettre en place les réformes qu'il avait promis. À l'étranger, par contre, le Front populaire doit affronter les problèmes liés à la guerre d'Éthiopie, la remilitarisation de la Rhénanie par Adolf Hitler et surtout la guerre civile espagnole. Ça, c'est les trois gros conflits qui font rage
pendant le moment où le Front populaire arrive au pouvoir. Donc il y a Adolf Hitler qui est en train de revenir, il y a l'Italie de Mussolini qui est en train de se militariser de manière de plus en plus belliqueuse, et la guerre civile espagnole où on a les républicains espagnols, donc la gauche, face au franquisme, donc l'extrême droite espagnole. Face à la question coloniale, les partis du Front populaire avaient des positions très différentes. On l'a vu entre les trois partis qui ont des idées très différentes. En effet, le Parti radical était depuis longtemps proche du Parti colonial. Le Parti colonial, à l'époque, c'était un des lobbies les plus puissants pour la colonisation, donc c'était des hommes d'État français. C'est comme si on pouvait dire les écolos. Il n'y avait pas de parti écolo à l'époque, mais il y avait un parti colonial. Donc c'est pas un parti politique avec des députés, un programme, etc., mais c'est le nom qu'on donnait au lobby colonial de l'époque. Et donc ils défendaient l'intégrité de l'Empire. Donc eux, leur logique c'était abat le séparatisme. Le séparatisme c'était le danger qui guettait l'Empire. Et donc ils étaient contre tout séparatisme, et le séparatisme à l'époque ça voulait dire l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y avait une rhétorique sur le séparatisme qui était hyper forte, qui visait les personnes racisées, qui voulaient de l'autonomie politique. C'est cette même rhétorique qui est aujourd'hui ressortie quand on parle d'antiracisme, etc., etc. Si le Parti radical affirmait son appartenance à la France coloniale, le Parti radical, on l'a vu, c'est ceux qui étaient le plus au centre, hein, donc eux, ils étaient fiers d'être la France coloniale. Par contre, la section française de l'Internationale ouvrière, donc la SFIO, qui était plus les socialistes, on pourrait dire, défendait quant à elle des positions contradictoires depuis le début de la colonisation. D'une part, elle s'opposait en principe à l'expansion coloniale et notamment à l'utilisation de la force, donc eux, ils voulaient qu'on arrête de continuer à conquérir, et surtout par les actions militaires, et d'autre part, elle était généralement favorable à la mission civilisatrice de la France. C'est d'ailleurs beaucoup les idées humanistes socialistes de gauche qui défendent cette mission civilisatrice. Pourquoi ? Parce que c'est une manière humanitariste, humanitaire, on apporte le progrès, le mieux, toute cette idée-là, le développement, la progression, c'est plutôt des idées centre-gauche qui les ont mis en place et qui les ont martelées, face à des positions plus de droite qui allaient être des conquêtes violentes militaires qui écrasaient tout. Vous voyez, il y avait un conflit au sein du parti colonial entre la manière de coloniser. Donc la SFIO, les socialistes, ils étaient défenseurs de cette mission civilisatrice, de cette manière de coloniser de manière humanitaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore dans les discours de développement aujourd'hui, mais aussi dans les discours humanitaires aujourd'hui. C'est l'héritage de cette manière de penser la colonisation. Enfin, le Parti communiste français qui avait mené des actions anticoloniales, entre autres à l'occasion de la guerre du Rif dans les années 1920. Donc la guerre du Rif, c'est un grand conflit qui se passe au Maroc, où il y a des républicains marocains qui cherchent à l'indépendance par rapport à la colonisation. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a les Espagnols et les Français qui sont en train d'essayer de coloniser le Maroc. Les Français ont un protectorat qui est dirigé par Hubert Lyautey, et Hubert Lyautey va être incapable de réprimer totalement la guerre du Rif, et donc il va être remplacé par Pétain, donc le grand Pétain qui va devenir ensuite le leader de l'extrême droite, enfin comment je pourrais dire ça, ouais, de la collaboration avec les nazis. Il s'est d'abord formé dans une guerre coloniale, enfin il était déjà connu avant, mais il a montré sa capacité à réprimer dans la guerre du Rif, une guerre coloniale dans laquelle il était allié avec Franco, donc Franco, le grand de l'extrême droite espagnole, qui s'est aussi mobilisé ici pour écraser les républicains du Rif au Maroc dans les années 20. Donc ça, c'est des trucs très importants, encore une fois, à comprendre sur l'histoire de notre pays. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire ou pas. Et je vais pas tarder à arrêter ce live. À 14h on arrête, mais je vous mets en place le truc, et je reviendrai sur ça dans mon prochain live. On va vraiment prendre le temps de lire cet article en entier. Dites-moi si vous appréciez ce genre d'exploration historique. Est-ce que ça vous fait apprendre des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que vous saviez déjà ? Donc, le Parti communiste, il avait surtout suivi la politique tracée et pratiquée par le mouvement communiste international, et notamment l'Internationale communiste. Ainsi, même en tant que parti national, il manquait d'une politique cohérente en matière coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PCF de l'époque, le Parti communiste français, c'est compliqué d'être un parti communiste qui suit les règles des communistes qui viennent plutôt de l'URSS, puisque les partis communistes, vous savez qu'ils étaient sous directive de l'URSS, c'est-à-dire qu'ils avaient une autonomie sur place, mais ils appartenaient à ce grand mouvement, et du coup ils devaient quand même mettre en place des politiques qui étaient données depuis les centres communistes.
Donc les centres communistes disaient, enfin les capitales communistes, l'URSS, allaient promouvoir une politique anticoloniale. Donc comment tu fais quand tu es le PCF français et que ton pays a pour cœur la colonisation et ce qui donne de la grandeur à ton pays, c'est le fait d'être le second plus grand empire colonial du monde et de l'histoire de l'humanité. Donc quand tu es le PCF français, comment tu fais avec cette contradiction ? Vous voyez, et c'est ça le truc un peu bizarre des communistes, c'est qu'il y avait un discours anticolonial, mais en même temps une difficulté à la mettre en place, puisque le bien-être, la grandeur et la puissance de la France reposaient avant tout sur son empire colonial à cette époque, 1936. Donc c'est vraiment pas loin, hein. Ça fait moins de 100 ans les amis, rappelez-vous toujours ça. Les décolonisations, c'est dans les années 1960, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'hyper récent et qui a complètement façonné la manière dont notre politique est pensée. Au moment du grand mouvement d'unité de la gauche, se manifeste une certaine volonté politique de se pencher, malgré les divergences, sur la question coloniale et d'ouvrir enfin le débat sur l'avenir de l'Empire et le sort des peuples colonisés. Puisqu'avant ça, c'était très difficile de le faire, puisque dès qu'on parlait de l'avenir des peuples colonisés, on disait « séparatisme, ils veulent détruire la France, etc. etc. » Mais là, quand le Front populaire se rassemble, ils se disent « peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sur la même politique que ce qu'il y avait précédemment. » Cette volonté se traduit modestement par l'engagement dans le programme du Rassemblement populaire, puisqu'avant de s'appeler Front populaire, il s'appelait Rassemblement populaire. Donc l'engagement dans le programme du Rassemblement populaire de créer une commission d'enquête coloniale. Voilà la grande proposition que va faire le Front populaire de 1936 sur les questions coloniales, c'est de créer une commission d'enquête coloniale. Cette commission, elle a pour but quoi ? D'aller dans les colonies pour recueillir les avis, les envies, les problématiques des colonisés. Entendre leur voix. Puisque jusqu'avant cette période, c'était les colons qui décidaient de tout, qui avaient la majorité politique, qui étaient les seuls à pouvoir voter, etc. Donc en gros, les colonisés ne faisaient que subir les décisions des colons, qui étaient imposées par les colons dans chaque colonie locale, mais aussi par le ministère des colonies, puisqu'il y avait un ministère des colonies en France, et le ministère des colonies décidait les choses sans se tenir compte de l'avis des millions et des millions de colonisés qui étaient sous ses ordres. Donc la grande avancée que va faire le Rassemblement populaire, donc le Front populaire, à ce moment, c'est de proposer cette commission d'enquête coloniale. Je trouve que c'est un peu léger, hein, on est d'accord, mais c'était énorme pour l'époque. Est-ce que cette commission va réussir ? C'est ce qu'on va découvrir dans les jours qui viennent, quand vous pouvez me retrouver en live. Je ne sais pas encore ça va être quand. Est-ce que ce serait demain mardi ou plutôt mercredi ? Je pense que ce sera plutôt mercredi, où je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, la mise en place de la commission d'enquête. Mais vous pouvez déjà deviner dans le titre de cet article, la commission d'enquête coloniale du Front populaire, un échec de politique réformatrice. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler complètement, mais le bail n'a pas fonctionné, quoi. Alors, là, je vous dis encore une fois, à quoi ça sert de parler de ça aujourd'hui ? Ça sert à dire, faites mieux, faisons mieux que le Front populaire de 1936. Arrêtons avec les grandes mesures de on va écouter les racisés, les trucs, et ensuite faire un truc foireux qui ne fonctionne pas. Et donc pour ça, il faut apprendre qu'est-ce qu'ils ont raté. Alors, on retourne sur ma grosse tête. Merci d'avoir suivi le live, hein. Je vais pas tarder à m'arrêter. Mais en attendant, je lis un peu vos commentaires. La droite française comprend des élus de droite et d'extrême droite de Guadeloupe. D'ailleurs, réinvestit les pires. Franchement, j'ai du mal avec la politique. Ouais, je comprends que tu satures, mais dis-toi un truc. C'est que là, on est dans un moment un peu d'excitation politique, puisque il y a une possibilité que beaucoup de choses soient transformées de manière assez radicale. Si le RN passe, il y aura des grosses transformations dans la manière dont la France fonctionne, mais pareil, si le Front populaire passe, il peut y avoir des grosses transformations que moi je vais trouver positives dans la manière dont la vie en France se déroule. Et donc c'est pour ça qu'il y a là, et ça va pas s'arrêter tout de suite, hein. Là t'arrives jusqu'au 30 pour te faire harceler par la politique.
Mais la politique, elle se limite pas à ce moment de vote. Elle se limite pas à ce moment de ce qu'on appelle les partis, à ces endroits de politique politicienne. En fait, la politique, elle est dans la vie de tous les jours, et je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Plein de choses que tu fais, que tu mets en place, de choses sur lesquelles tu réfléchis, la manière dont tu parles, a des conséquences politiques, en fait, sur la manière dont le pays va fonctionner. Et je pense que c'est très intéressant et important à comprendre pour se décomplexer et désaturer de la politique. Tu ne pourras pas y échapper, le truc le plus angoissant du monde. Tu peux te décomplexer puisque tu ne pourras pas y échapper. Non, en vrai, tu ne pourras pas y échapper parce qu'elle est dans tout au quotidien et pas seulement dans les partis. Qu'est-ce que vous racontez ? Très bonne idée de revenir un peu sur l'histoire du Front Populaire et échec, je pense, pour penser l'avenir proche, voire immédiat. Ouais. Ça donne trop de sens à la vie politique, %. Donc, je rejoins la chaîne. Merci encore pour les vidéos. Palestine, Nouvelle-Calédonie, merci pour ton travail. Merci la blatte, ça fait plaisir. Je pense partir à l'étranger. Je sature vraiment avec tout ce qui se passe en France. J'y suis depuis plus de 40 ans. Désolé, j'ai un truc qui cache mes commentaires. C'est pour ça que je bouge ma tête bizarrement. Je comprends. Il y a plein de gens qui cherchent à partir, qui n'en peuvent plus. Franchement, si tu dois partir et que tu veux partir, faut pas se limiter. Après, la question, c'est des questions aussi de santé mentale et des questions économiques. Partir de France, pourquoi pas ? Mais faire un travail d'intégration dans un nouveau pays avec ses réalités politiques différentes, c'est pas donné à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je juge pas ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir. C'est juste qu'il faut se dire, pouvoir partir, c'est quelque part un privilège, et c'est aussi qu'on en a les capacités psychologiques et émotionnelles. Parce que c'est un arrachement quand même, si tu as grandi ici, que tu t'es fait tes amis, que tu as tes habitudes, que tu as plein de choses, tout le monde n'est pas capable de vivre cet arrachement. C'est un truc assez particulier parce qu'on vient de famille, ou bien on est parfois nous-mêmes des gens qui avons été capables de faire cet arrachement. Mais ça veut pas dire que parce que nos parents ont été capables de le faire, qu'on peut aussi le faire. Et donc c'est des questions vraiment de santé mentale, de santé émotionnelle, En fait, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de se déraciner, de s'arracher à ce territoire, la France, dans lequel on est à peine en train de planter quelques racines. Et ce sera pour se réenraciner où ? Alors, je suis chaud pour ceux qui disent on retourne au bled et tout. Si vous avez la force et les moyens de le faire, faites-le sans aucun problème. Mais tout le monde n'a pas cette force et ces moyens. Et il y a des gens qui ont construit leur vie d'une certaine manière qui fait que ils pourront pas retourner au bled. Parce que leur réalité, ce qu'ils aiment, je sais pas, ils kiffent le bord de mer breton, j'en sais rien. En fait, ils retourneront pas au bled. Et donc la question, c'est comment on fait pour avoir un système dans lequel on peut avoir de la liberté et du choix. Et je pense que c'est ça l'enjeu. La liberté de circulation, c'est Fatima Wassak qui parle souvent de ça. Le plus gros point sur lequel on doit pouvoir travailler, c'est la justice et l'égalité dans la manière dont les gens circulent dans le monde. Aujourd'hui, en tant que Français, on a ce choix, ce privilège de pouvoir dire « je vais retourner au bled ». Super. On a ce choix de pouvoir dire « je vais aller en Angleterre, je vais pouvoir aller au Canada, etc. » Très bien, mais tout le monde n'a pas cette liberté, ce choix, cette possibilité de bouger. Et je me dis, quand on parle de ces mouvements, c'est à ça qu'il faut qu'on pense, et aussi qu'on pense à ce que, dans les années qui viennent, si le RN est au pouvoir et que imaginons il interdit la double nationalité, bah qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ont cette idée de vouloir bouger, etc. Vous allez devenir des Français au Mali. Vous dépendrez de l'ambassade de France qui, au bout d'un moment, se fera dégager, même si elle n'est pas déjà dégagée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des trucs complexes, et je pense que ces questions de liberté de circulation, d'égalité internationale, c'est peut-être ces points-là sur lesquels il y a du travail à faire et qu'on peut être efficace avec nos parcours diasporiques pour apporter des choses. Il y a déjà eu des vagues de départ sous Sarkozy, Maboula Soumaoro, Mamfatou Niang, etc. Effectivement, il y a déjà eu beaucoup de départs, et c'est dommage parce que, par exemple, je prends l'exemple de Mamfatou Niang, Maboula Soumaoro, qui sont deux chercheuses universitaires passionnantes qui ont été obligées de se déplacer, de partir aux États-Unis,
parce qu'en France, il était impossible d'étudier les questions noires, en fait, tout simplement. Elles n'avaient pas de place dans les universités, elles n'avaient aucun crédit, on leur mettait des bâtons dans les roues. Donc elles ont dû partir aux États-Unis pour faire des études, et aujourd'hui elles peuvent revenir en France parce qu'elles ont pu apprendre suffisamment de choses pour être des forces de proposition aujourd'hui en France. Et quand elles reviennent, on les accuse d'importer des idées américaines. Vous comprenez le genre de truc qui est absurde, et je pense qu'aujourd'hui, on a une génération où on a cette chance d'être de plus en plus nombreux à pouvoir aborder ces questions et à pouvoir se dire, ok, on en parle d'ici, sur ici, moi je parle de France sur des sources françaises en étant en France, et je vais aussi régulièrement sur le continent africain, dans différents pays, et je dénonce les politiques france-africaines, mais en tant que Français, je suis conscient de mes privilèges en même temps. Et vous voyez, c'est toute cette espèce de complexité dans laquelle on est pris, mais que je trouve aussi hyper riche pour nous pousser à penser des nouvelles propositions politiques. Et vous voyez, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui à gauche, c'est ce que je disais, c'est qu'on a des grandes idées théoriques, oui, il faut lutter contre le racisme, on est pour la mixité, etc. Mais ça vend pas de rêve, parce que tout le monde sait que c'est du vent, que c'est des mots qu'on lance comme ça pour se rassurer moralement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut puiser dans la complexité de nos expériences, dans ce truc de « ok, on est sur plusieurs espaces politiques en même temps, ok, on a le privilège d'être français, de pouvoir bouger dans un pays, etc. » Toutes ces situations, même la question de la propriété, il y a beaucoup de gens qui se disent bah on habite en France, mais on est propriétaire de rien en France. On est ballotté par les HLM, par les politiques de HLM, par on est locataire, les gens veulent pas nous louer d'appart, on est obligé de se retrouver encore plus loin, à des kilomètres des centres-villes, avec les transports en commun où tout le monde s'en fout de nous, ils sont défaillants et du coup on galère de ouf pour aller au travail. Tous ces trucs-là, c'est des enjeux. Et en même temps, ces personnes qui ont ça ont des maisons propriétaires ou multipropriétaires au bled. Vous voyez, il y a toute une complexité sur laquelle on peut se baser pour faire des nouvelles propositions qui nous parlent vraiment et qui changent, qui renouvellent le langage politique en France. Et là, j'ai l'impression que c'est notre moment. Venez, on dit des trucs. Alors, vous allez dire pourquoi moi je dis rien ? Mais parce que j'attends qu'on s'assemble pour en discuter et pour que ce soit pas juste mes idées, parce que moi peut-être j'ai des mauvaises idées de ouf, mais qu'il y ait des vraies idées qui fassent consensus sur des sujets qui nous touchent, les sujets de logement, je disais, les sujets d'accès aux soins, sujets d'éducation à l'école, ouais, je vois, il y a un gros problème à l'école, on forme des producteurs, consommateurs et pas des citoyens, ouais, il y a ce truc-là, mais il y a aussi le fait qu'à l'école on n'est pas formé sur l'histoire de notre pays, et l'histoire de nos pays, tous ces trucs-là. Voilà, je pense qu'il y a des choses à voir. Eh ben... Merci. Ah, Ishton, t'arrives à la fin. Il est 13h57, j'ai dit j'arrête à 14h. Parce que j'ai aussi une santé mentale à préserver. Hein. Donc merci d'avoir été si nombreux et nombreuses sur le live. Là, 5447 followers. Mais c'est trop bien, les amis. Third Culture Kids, exactement. Je pense qu'il y a un gros problème à l'école. Ah oui, pardon. À plus, ouais. Prenez soin de vous aussi. C'est important. Et je vais mettre des extraits de ce live très vite sur YouTube. Hein. Vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram aussi, bien sûr. On essaie d'être le plus diffusé sur le plus de plateformes possible, parce que voilà, on pense que c'est important. Ah, merci 13 bis pour les thunes, si vous voulez nous soutenir financièrement. On a un site qui s'appelle Histoire Crépue. Alors je suis d'accord, il ne donne pas forcément encore beaucoup confiance pour l'instant, mais on va le mettre à jour et il va être beaucoup plus beau et vous allez comprendre pourquoi vous donnez de l'argent si vous nous donnez de l'argent sur ce site web. On va essayer de level up et de vous faire des contenus de qualité comme d'habitude, comme ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Merci Réa, il y a Céréa qui est le producteur de la chaîne qui est dans les commentaires. Franchement, force à vous dans ce moment politique qui est compliqué. Continuez à penser à la complexité des choses. N'ayez pas peur de donner vos points de vue, de confronter vos idées. Ne vous laissez pas juste matraquer ou culpabiliser par « tu dois voter, tu dois voter, tu dois voter ». Je vous dis quand même, votez Front Populaire, mais gardez toujours un regard critique sur la situation qu'on est en train de vivre et essayons de faire avancer les questions qui nous intéressent, notamment les questions d'antiracisme, en ayant des propositions fortes. Essayons de nous rassembler pour dire... Vous n'utiliserez pas la menace du RN simplement pour avoir nos voix. Si on vote pour vous, c'est parce qu'on a envie
de voter pour votre programme et pas pour se protéger du RN. Si on vote pour vous, c'est parce que vous nous avez fait rêver. Et d'ailleurs, c'est même pas parce que vous, en fait, on veut voter pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on veut des gens qui nous représentent dans le gouvernement que vous mettrez en place en tant que Front Populaire. On veut des mesures qu'on a écrites et qu'on a proposées. On veut se sentir membre et participant de ce moment politique. On ne veut pas juste être des personnes à protéger ou à défendre comme c'était le cas dans SOS Racisme avec Touche pas à mon pote. On n'est plus les potes, qu'il faut protéger, on est les gens qui disons on va parler et me touche même pas, touche-moi même pas, sinon coup de poing. Vous avez vu comment je suis menaçant ? Allez, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé à ce live et dites-moi où est-ce qu'on peut faire un raid pour terminer. Je suis terrifiant, hein. Il y a l'anti-stream si tu veux surprendre. Attendez, je regarde, hop. Tuk. Alors, je vois, il y a On est Furax, j'ai l'impression qu'il est là. Il y a l'anti-stream. Vous votez. Ou alors quelqu'un que je connais pas encore. J'ai l'impression qu'il y a On est Furax et il y a l'anti-stream que je follow qui sont en ligne, j'ai l'impression. Wendo Suzuka, je connais pas. Ribot dans la sauce, je connais pas non plus. Mathieu, il est en ligne. C'est vrai que j'aime bien le travail de Mathieu Burgalassi et que j'avais bien envie de lui faire un big up. Alors attendez, je vais regarder parce que ça fait longtemps, je crois pas que je lui ai déjà fait de live, de raid. Donc je pense que je vais vous envoyer chez Mathieu pour l'instant. Je vais faire un screen pour voir toutes les personnes que vous me recommandez. Et voilà. Et la prochaine fois, je pourrais faire chez d'autres personnes comme cité Ribot, je connaissais pas. Voilà. Mais en vrai, j'ai envie de vous envoyer chez Mathieu parce que ça fait longtemps. J'ai jamais eu l'occasion de lui faire une passe comme ça. Donc, et j'aime beaucoup son travail. Il fait un taf de ouf depuis longtemps. Donc voilà, on va aller le voir. Dites-lui big up de ma part, grosse force. Et à très bientôt. Ribot a fait des vidéos notamment sur Bardella et Bruno Le Maire. Ok. Je vais aller checker tout ça. Allez, je vous envoie ça. Je vous envoie là-bas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao! Ça, c'est mon gimmick de fin. Beaucoup trop tôt. C'est parti, allez. Bisous. Là, les propositions qui font trembler la France, en réalité... Oh, merci pour le raid, Histoire Crépue. Ah, tu régales, merci beaucoup. Allez suivre ça.